y a une question qu'on se pose forcément quand on s'adresse à un primo-romancier, c'est comment on entre en littérature, comment on se met à écrire, comment on se lance dans cette belle aventure. Alors moi, j'ai longtemps cherché mon sujet. J'étais journaliste, je couvrais les expos pour la presse. Spécialisée art, mais je savais que je voulais écrire un roman, mais depuis toute petite. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Et j'avais pas du tout de sujet. Et je pense qu'en fait, c'était la mauvaise méthode. On cherche pas un sujet, on tombe dessus comme on tombe amoureux et on choisit pas de tomber. Et là, en fait, donc moi, je suis commissaire d'expo et critique d'art. Et lors d'un déjeuner, ça a été très décisif. J'ai déjeuné avec un galeriste et je lui dis alors comment t'es arrivé dans ce milieu et il me parle de sa grand-mère. Et il me dit, elle a été galeriste, elle a exposé tous les surréalistes, ça a été la première à exposer Max Ernst, elle a été photographiée par Man Ray, elle a collectionné Picasso avant tout le monde. Et je lui ai dit, mais personne s'est emparé du sujet. Et il m'a dit, bah non, vas-y. Et après, je sors, c'était un déjeuner un tout petit peu aviné, et je sors, j'avais un livre sous le bras, et je rencontre quelqu'un que j'avais pas vu depuis 25 ans. Il me dit, tu serais pas en train d'écrire un roman? Et en fait, c'est à travers ses yeux que je me suis dit, c'est possible. Ok, donc c'est vraiment la vraie belle histoire. Ouais. Et on se dit souvent aussi que se frotter à l'écriture pour la première fois, l'expérience même de l'écriture presque viscérale, ça doit être quelque chose qui prend aux tripes presque, non? Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai commencé à écrire et j'ai écrit cette scène d'ouverture, je peux en parler, c'est la scène de l'avortement qui a été difficile à écrire et je me suis mise à avoir mal au ventre. Et j'ai appelé mon médecin généraliste et je lui dis est-ce qu'il y a un syndrome d'identification comme ça à son héroïne, j'ai mal au ventre, je me tords de douleur. Et il me dit non, allez-y, c'est bon, vous êtes dans le bon sujet là. Ok, c'était un habitué du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Et non, après ça a été extrêmement agréable d'écrire. L'écriture a été plutôt un processus long, ça s'est fait vraiment en 7 mois. Ok. J'ai écrit, j'irais assez vite et c'était très agréable. Après, quand j'ai mis le point final à ce roman, je me suis rendu compte que le début ne marchait pas. Ça fonctionnait absolument pas. Et j'ai eu cette idée de la scène d'ouverture. Mais non, en fait, c'est quand même 7 mois d'écriture, je dirais. Après, il y a le travail avec les éditrices qui m'ont tenu la main. C'est un peu plus long, ça. Je voudrais qu'on parle de ce personnage qui habite et de cette femme qui habite le roman, Simone Rachel Kahn. Comment vous la décririez? À quel genre de femme on a affaire? Une femme absolument passionnante. Alors, peut-être des éléments biographiques, on sait très peu de choses d'elle. Elle a grandi au Pérou. Elle est née en 1897. Après, ils se sont installés avec sa famille à Paris. Elle y a vécu, puis elle est morte en 1980. Donc, issue de la bourgeoisie intellectuelle éclairée, de gauche, juive, plutôt libérale. Après, elle fait des études de philosophie comme moi. Et puis, très tôt, elle rencontre les Dada. Elle rencontre André Breton. Elle devient sa femme. Elle devient une personnalité surréaliste. Après, ils divorcent, donc elle quitte le surréalisme. Mais elle s'arrête pas là parce que elle ouvre 2 galeries. Une première rue de Furstenberg et une deuxième pour s'agrandir. Ça marche tellement bien pour elle qu'elle expose tous ses amis surréalistes rue de Seine après. Puis c'était rare d'être femme galeriste à cette époque. Et puis après, elle fait une conférence sur le surréalisme qu'elle donne dans tous les pays d'Amérique latine qui fait assez date. Mais on connaît très très peu de choses d'elle en fait. Ce qui est lié avec quelque chose de plus global dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Je trouve qu'il y a un autre personnage qui est très fort, qui n'est pas un vrai personnage, mais c'est le Paris des années 20 et tout ce bouillonnement artistique. Je sais que vous qui êtes dans le milieu d'art, est-ce que c'est ça aussi qui vous a peut-être emmené dans cette histoire encore plus? Oui, bien sûr, parce qu'elle était commissaire d'exposition. Par exemple, ça a été la première à exposer Max Ernst en France, ce qui est pas rien. Et moi, je dois dire que j'étais assez jalouse et envieuse d'elle, parce que moi, mon travail, c'est de dénicher des artistes et de les exposer. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que moi, les artistes que je rencontre, est-ce que c'est les Picasso de demain, quoi? Et donc, il y a eu un processus comme ça d'identification. Et ça m'a nourri énormément. Et ce Paris d'après-guerre, ces années folles, c'était vraiment passionnant. Je connaissais pas bien, je me suis posé des questions
extrêmement naïve. Je me demandais s'il se téléphonait, s'il prenait des taxis, s'il y avait encore des chevaux ou pas, s'il y avait des voitures, comment ils se parlaient en fait, et puis quelle presse ils lisaient, quel ouvrage ils avaient entre les mains, qu'est-ce qu'ils allaient voir. Donc ça a été absolument passionnant de me plonger dans ce Paris des années 20, dans cette espèce de bouillon interdisciplinaire, et son quotidien m'a passionnée. C'est-à-dire que le matin, elle va aller à la librairie d'Adrienne Monnier, qui a découvert à peu près tout le monde. Enfin, Paul Valéry sans Adrienne Monnier, c'est quand même pas grand-chose. Et puis, ce Paris des années 20, c'est la fête. Paris libéré. On va danser la biguine, on va au Bal Nègre. Il y a des revues. Voilà, c'est quand même assez... Ce qui est assez fou aussi, pardon, c'est que avec l'idée de cette fresque du Paris des années 20, avec une vraie, comment dire, on décrit une vraie histoire vraie, des gens qui ont existé, etc. Oui. Le défi, c'est à partir de là, comment on injecte de la fiction et comment part du côté du roman. Comment vous êtes attelé à ça? Ouais, en fait, c'est très intéressant. C'est une zone frontalière entre le document historique et la fiction. Et au tout début, je voulais absolument coller au réel. Donc, j'appelais la fille de Simone Kahn, Sylvie, qui est une psychanalyste absolument formidable de 70 ans, parisienne, qui habite encore là où Simone a vécu. Je l'appelais, je lui disais, est-ce que je peux faire vivre cette scène à Simone? Est-ce que ça c'est crédible? Est-ce qu'elle a eu des histoires avant Breton? C'est là qu'elle m'a dit que Voldemar était parti aux Amériques, voilà. Donc je l'appelais, je voulais absolument être fidèle, pour et je être me disais, sûr de coller. Oui, c'est ça. Et après, elle m'a dit, c'est pas un document historique, c'est une fiction. Donc sentez-vous libre. Est-ce que ça passe aussi justement par peut-être la passion amoureuse qui est racontée dans ce roman, où on sent que justement la fiction s'empare et que c'est aussi une histoire d'amour passionnelle, passionnée, peut-être destructrice. Ça passe aussi par là, la fiction? Ça passe par la description des sentiments amoureux, je dirais. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était les prémices. En fait, je voulais surtout pas le happy end avec la dernière scène qui serait le mariage. Il se marie en 1921, Paul Valéry et le témoin. Ça aurait pu être intéressant, hein, mais j'étais trop collée à l'histoire. Oui, donc la fiction passe par l'élaboration des personnages et ce que Edith Wharton explique avec le stream of consciousness, pardon pour mon accent déplorable. Mais ce qui se trame, et j'ai senti son corps, c'est aussi un roman un peu organique, j'ai senti la façon dont elle avait les mains moites, la façon dont ses tempes battaient, et je voulais qu'on soit un peu dans sa tête, quoi. Dans son ventre aussi. Avec l'idée aussi sous-jacente qui est très intéressante, qui fait à mon avis la force du livre, c'est et qui d'ailleurs rentre en résonance avec un autre livre publié aux éditions de l'Observatoire, je crois que c'était Whitney Scherer, qui parlait de Lee Miller, donc qui était la femme de Man Ray. C'est l'idée que ces femmes d'artistes qui sont présentées comme des muses sont parfois, même souvent, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire même des inspiratrices, des artistes à part entière, qui ont souvent été un peu niées par l'histoire, ou en tout cas qui n'ont pas la place qu'elles méritent. Oublié. C'est le cas de Simone. Ouais. Oui, et c'est surtout pour ça que je voulais la mettre dans la lumière, elle, et que Breton, qui est toujours au premier plan, soit dans l'ombre. Un Breton beaucoup plus discret, un Breton que je connaissais très mal, donc j'étais fière, c'était absolument parfait, mais de la plonger elle dans la lumière. Et elle l'a inspirée. Déjà, elle l'a inspirée parce que elle l'a fait bosser. C'est-à-dire que elle a établi beaucoup les chemins de fer. On appelle ça les chemins de fer des numéros de littérature, place du Panthéon. Et puis surtout, elle a aidé, elle lui a tendu la main. Et puis, en fait, Breton adore les dadas, évidemment. Il est dada lui-même, mais elle les déteste. Et donc, elle l'a forcé à penser le mouvement dada. Donc, elle l'a aidé. Comme elle le voulait un peu, elle l'a un peu influencé. Voilà, elle lui demandait de préciser sa pensée, en fait. Et elle l'a inspiré. Alors, c'est étonnant, mais il n'y a pas d'ouvrage... parce qu'on connaît Nadja, on connaît L'Amour fou, mais on connaît pas de texte de Breton sur Simone. On connaît juste les lettres qu'il lui a écrites, qui ont été publiées chez Gallimard. Il est fou amoureux d'elle. Il est transi.
Moi, j'ai connu Simone par Breton, mais l'idée, c'est quand même de parler de Simone avant Breton. Et il paraît qu'il aurait brûlé sa correspondance. Oui. Il l'a brûlé, c'est pour ça on a peu de traces en fait de Simone. On connaît prouverait quand même qu'il a peut-être certaines choses ou certaines paternités qui ne seraient pas vraiment de lui, quoi. Oui, en plus c'est étonnant parce qu'ils se sont écrits toute leur vie. Jusqu'à leur mort, ils se sont écrits. Et il a tout brûlé, c'est incompréhensible. Moi, je vais essayer de comprendre ça, de tirer ça au clair. Je sais pas s'il avait quelque chose à se reprocher. Je sais pas s'il était honteux de certaines choses parce qu'il l'a délaissé un petit peu. Ils étaient ensemble et puis il est tombé fou amoureux de Nadja, il est tombé fou amoureux de Lise Meyer, de Suzanne Musard. Ils se sont amoureux de beaucoup, alors qu'ils étaient ensemble. Je sais pas pourquoi il les a brûlés. Est-ce qu'il y avait une envie quand même enfin en tout cas pas une envie, mais parfois est-ce que votre écriture dérivait sur, comment dire, en voulant réhabiliter Simone, peut-être rabaisser un peu le... Breton ? Ouais. On peut se laisser prendre par ces personnages comme ça. Je le voulais discret comme une lune naissante, mais je voulais qu'il soit doux avec elle. Je voulais qu'il soit fou d'elle dans la mesure où moi j'admire profondément Simone, telle que je l'ai imaginée, mais telle qu'elle a dû être. Pas rabaisser Breton, quand même pas. Non, mais lui donner un rôle secondaire, clairement. Merci beaucoup, Léa Chavel-Lévy, merci beaucoup.